Bonjour à tous. Donc là, je vais vous présenter une étude sur la génétique de la résistance du cheval aux parasites. Donc c'est une étude qui a été faite en collaboration avec l'université de Cracovie et Slavomir Kornas, là, qui est en premier auteur sur cette communication. Donc ça va rejoindre aussi également un petit peu d'épidémiologie. Donc tout d'abord, on va essayer de poser le contexte avec les nématodes parasites qui nous intéressent. Donc, je travaille à l'INRA à Nouzy et on s'intéresse particulièrement aux nématodes, donc des parasites et les parasites de chevaux. Donc on a tout d'abord Parascaris ecorum, qui est un parasite spécifique des poulains quasiment, qu'on rencontre spécifiquement sur des animaux qui ont moins d'un an. Après, c'est beaucoup plus rare et qui peut en fait générer des coliques simplement par une accumulation de vers dans l'intestin grêle qui vont potentiellement conduire à la mort de l'animal s'il n'est pas pris en charge à temps. Et à côté de ça, on a aussi les strongles, avec les petits strongles et les grands strongles, qui eux sont également générateurs de mal-être pour le cheval et qui posent également des problèmes dans leur gestion. Je vais y revenir après. Donc, ces parasites, en fait, on a des grandes bases de cycle de vie qu'on peut résumer de cette façon. Donc les chevaux sur les pâtures vont s'infester. En général, on a des larves infestantes qui constituent le premier élément. Ces larves, une fois passées dans le cheval en étant ingérées, vont évoluer jusqu'à un stade adulte avec des cycles plus ou moins compliqués. Et à partir du moment où les vers deviennent adultes, dans le cheval, ils s'accouplent et se mettent à pondre des œufs qui, eux, vont être excrétés dans les crottins et recontaminer la pâture. Et ces œufs vont ensuite évoluer en larves et ainsi compléter le cycle. Donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, ces œufs, ils vont nous permettre de manière indirecte d'évaluer le degré d'infestation des chevaux et de pouvoir les qualifier, à savoir s'ils sont infestés beaucoup ou pas beaucoup. Alors, je le disais juste avant, il y a un problème par rapport à ces parasites, c'est que la gestion de ces nématodes parasites a beaucoup reposé sur l'administration de vermifuges, des anthelmintiques. Et depuis un petit moment, en fait, on a une émergence de populations de nématodes qui sont résistants aux molécules qu'on a à disposition. Donc il y a 3 grandes classes de molécules nématicides, donc les benzimidazoles, le pyrantel et les lactones macrocycliques, donc pour les chevaux. Et en fait, il y a une étude qui a été faite en France en 2012 par Traversa, pas remis là, où en fait il y a eu un test qui a été réalisé dans 30 haras, donc à l'échelle du territoire qui est assez bien couvert. Et ce qu'ils ont montré en fait, c'est qu'on avait de la résistance à la première famille des anthelmintiques, donc les benzimidazoles, de l'ordre de 94% des haras qui hébergeaient en fait des nématodes résistants à cette molécule. Ensuite, on avait un peu de résistance au pyrantel et un petit peu moins de résistance au lactone macrocyclique, 1 sur 30 haras testés. Mais malgré tout, on est dans une situation à risque et où il faut commencer à se préoccuper un peu de la question, enfin beaucoup même, de manière à essayer de diminuer les facteurs de risque et essayer d'optimiser au mieux les vermifuges. Alors, par rapport à ça, ce qu'on peut se demander notamment, c'est à partir du moment où je veux sélectionner les animaux que je vais vouloir vermifuger, je peux me dire, j'ai qu'à traiter simplement ceux qui sont les plus sensibles, ceux qui ont le plus de chances d'être infestés. Et pour ça, on peut se demander, du coup, est-ce que génétiquement, il y a une part de la variation qui est observée entre tous les individus, qui est d'origine génétique et qui est liée au potentiel intrinsèque des chevaux à se protéger et à avoir une réponse qui soit correcte et qui leur permette de très bien contrôler les animaux. Donc ça, on peut l'estimer par ce qu'on appelle l'héritabilité, qui va quantifier la part de variation observée qui est d'origine génétique. Ou alors, on peut également déterminer si, entre différents types ratios, on a de la variabilité. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc tout d'abord, pour estimer l'héritabilité, on s'est servi d'un jeu de données qui a été généré en Pologne dans une population de pur sang arabe, donc au Hara Michalo. Donc mes notions de polonais sont très limitées, donc je ne saurais pas prononcer ça mieux. Donc c'est des chevaux sur lesquels on a eu un suivi coproscopique, donc 789 chevaux qui ont été suivis en coproscopie. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on fait des prélèvements de crottins, on compte le nombre d'œufs présents, ce qui nous permet d'inférer le nombre de parasites et l'état d'infestation. Donc on peut dénombrer à la fois les œufs de strongle d'un côté et puis les œufs de Parascaris de l'autre, ce qui nous permet d'avoir 2 catégories. Donc 789 chevaux, dont 281 étalons et 508 juments, qui représentent un jeu de données de 4030 points de mesure. Donc ils ont été suivis sur 8 années différentes
entre 99 et 2008. Donc il manque l'année 2003 et 2007. Et pour chacune des années, en fait, on avait une coproscopie qui était réalisée au mois d'avril, au début de la saison de pâture, au mois de juin et au mois d'août, en fin de saison. Donc ça, c'est toutes les données qui vont nous permettre d'essayer de qualifier les animaux. Donc, qui dit génétique dit aussi des relations entre les individus. Donc, comme je le disais, on est dans des pur sang arables, avec donc au final 5 mesures par individu en moyenne et 169 coproscopies par mois-année en moyenne. Et dans le pédigré, on avait 945 individus présents, donc avec 61 pères et 292 mères. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre, en regardant les relations entre les individus, d'essayer d'estimer la part de la variation observée qui est d'origine génétique. Alors comment on fait? Donc c'est ce que je disais, l'analyse génétique, ça va être essayer d'analyser la ressemblance des performances entre des individus qui sont apparentés, c'est-à-dire qui génétiquement se ressemblent. Est-ce que leur performance derrière, ce qu'on mesure, va se ressembler de la même manière? Donc plus des apparentés sont proches des frères et sœurs, des pères et des mères, des pères et des descendants, plus ils se ressemblent, plus la génétique va être impliquée. C'est ce qu'on voit sur ce petit schéma ici. C'est-à-dire si j'ai un étalon et une jument qui ne présentent pas énormément un niveau d'infestation relativement faible, si jamais leur descendant est lui très infesté, en ayant corrigé pour tout l'effet d'environnement, on va se dire que la génétique n'a pas forcément son rôle à jouer. En revanche, si en ayant corrigé pour tout l'environnement, on a des parents qui sont sensibles et un individu descendant qui est sensible aussi, là, à ce moment-là, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui joue en termes de génétique. Donc, ça, c'est sur la méthode. Et ce que je disais, c'est qu'il y a des facteurs d'environnement. La coproscopie, c'est une somme de facteurs, avec tout un tas de facteurs, donc des faits fixes, qui vont être le sexe de l'animal, l'âge de l'animal, et puis le moment du prélèvement. En fonction de la saison, on n'a pas forcément la même pression d'infestation. Donc on essaye de corriger pour tous ces effets. Et puis après, il nous reste l'effet cheval, l'effet de l'individu en lui-même. Et dans cet effet cheval, on a un effet qu'on appelle l'environnement permanent. Donc ça reste de l'environnement, mais c'est pas lié à la génétique. Et ça va nous permettre d'estimer la répétabilité. En gros, la corrélation entre des mesures qui sont faites sur le même animal à différents temps. Et puis on a l'effet qui nous intéresse, l'effet génétique, la valeur intrinsèque du cheval vis-à-vis du parasite. Donc on a considéré ensuite deux types d'analyses. Donc les valeurs de coproscopie, soit on les considère telles quelles, on les transforme pour qu'elles se rapprochent de la normalité, mais soit on les considère telles quelles en se disant j'ai une valeur de 50 par exemple, cette valeur-là, elle vaut bien moins qu'une valeur 100, 200, 300. Mais ce qu'on peut considérer aussi, c'est qu'il y a des individus qui n'excrètent pas d'œufs et puis des individus qui en excrètent 100, 200, 3000, 5000, etc. Et ce qu'on peut considérer aussi, du coup, c'est le statut infesté ou non vis-à-vis du nématode. Donc là, on est sur une variable binaire, 0 ou 1. Alors, les données, quelles sont-elles? En fait, on a du coup une prévalence moyenne qui a été relativement faible pour Parascaris, qui, en fait, quand on considère les juvéniles, avait une prévalence de l'ordre de 5,6% en moyenne sur l'ensemble du jeu de données. Ce qui est relativement peu, étant donné donc d'autres données qu'on a notamment en Normandie, d'une étude de 2006, où on arrivait à une moyenne de 30% de prévalence de Parascaris. En revanche, la prévalence pour les strongs, elle était relativement élevée, avec 54% des chevaux infestés à un instant T, en moyenne. Donc cette infestation diminue avec l'âge. Plus l'animal vieillit, plus son niveau d'infestation diminue. Et alors oui, plus l'animal vieillit, plus l'infestation diminue. Ce pattern étant extrêmement clair pour l'infestation par Parascaris, avec, comme vous le voyez là, en fait, le nombre d'individus excréteurs de Parascaris, enfin deux de Parascaris en tout cas, étant très largement âgés de 1 an au plus, avec ensuite quelques individus excréteurs erratiques, je dirais, qui peuvent aller même jusqu'à 15 ans. Par contre, sur les strongs, en fait, on a un pattern où là, l'immunité est très longue à se mettre en place, et on a des individus qui vont excréter des niveaux non négligeables d'œufs, même après une dizaine d'années. Donc voilà pour la description de base. Alors après, en ce qui concerne les effets fixes, l'effet du sexe, généralement, de ce qu'on sait, dans d'autres espèces, principalement les petits ruminants, ou même sur des espèces, donc dans les études d'écologie, chez les cerfs, chez les insectes, c'est généralement les mâles qui sont les plus sensibles.
qui vont être plus infestés par les nématodes. Et ça, c'est un résultat qu'on a pu retrouver pour Parascaris. Donc sur le peu de données positives de l'échantillon, on a les mâles en fait qui sont relativement au nombre de mâles testés, on a plus de mâles infestés que de femelles. Par contre, pour les strongles, en fait, on n'observe absolument pas de différence entre les femelles d'un côté et les mâles de l'autre en termes d'expression d'eau. Alors, ensuite, sur les estimations, on a d'une part la répétabilité de la mesure. Donc, ce que je disais, c'est une corrélation entre les mesures répétées sur le même animal. Et les estimations montrent qu'en fait, elle est plutôt faible pour les strongles, pour l'expression d'œufs de strongles chez le cheval, étant donné qu'entre les mesures faites sur une même année, entre les différents mois de cette même année, on obtient une répétabilité de 17%. Entre les années, ça diminue un petit peu, on est de l'ordre de 12%, et pour le caractère binaire, on est à 14%. Donc ça, c'est plus faible que dans d'autres espèces, comme les petits ruminants, par exemple, chez les moutons ou chez les chèvres, où là, on atteint des répétabilités de l'ordre de 30 à 40%. En revanche, pour Parascaris equorum, quand on considère donc la variable continue, on a une répétabilité de l'ordre de 40%, mais qui est beaucoup plus faible si on considère le caractère binaire infesté ou non. Donc là, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait un des deux caractères qui traduisent mieux la situation réelle, l'infestation, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt face à un caractère 0,1 ou à un caractère continu, ou si c'est simplement lié au fait qu'on analyse un jeu de données avec une très forte proportion de valeurs négatives. Je rappelle, la prévalence était de l'ordre de 5%. Donc, en conclusion de tout ça, la répétabilité n'est pas très élevée par rapport à ce qu'on pourrait attendre en sachant les études qui ont pu être faites, notamment chez les ovins et les caprins. Et ensuite, donc, on a l'héritabilité, c'est-à-dire la part de variation observée qui est d'origine génétique et donc qui nous intéresse. Et là, en fait, on se retrouve également avec des valeurs faibles. Pour les strongles, en fait, on a une héritabilité de l'ordre de 8%, quelle que soit la variable considérée, sur un caractère binaire ou continu. Et pour Parascaris, on n'a pas de valeur significativement différentes de 0, et des valeurs très faibles. Donc, c'est des valeurs aussi beaucoup plus faibles que celles généralement rapportées dans la littérature, que ce soit chez l'homme, le mouton ou le porc, où les héritabilités atteignent 30%. Donc il y a plusieurs explications par rapport à ça. La première, évidemment, c'est de dire qu'il y a une très faible variation génétique dans cette population de pur sang en Pologne. Ça, c'est une explication. Ensuite, l'autre explication, c'est que la coproscopie chez le cheval est un marqueur imparfait du niveau d'infestation, ce qui fait qu'on efface un peu une partie de la variation qu'on est censé observer, ce qui fait que forcément derrière, la part de variation génétique observée va être d'autant plus effacée. On est également dans une situation d'infestation naturelle, ce qui fait qu'on a des aléas en termes d'exposition aux parasites, ce qui fait que d'un cheval à l'autre, on n'est pas certain que tous les chevaux aient été exposés au même niveau d'infestation. Sachant ça, la variation qu'on va observer entre les différents individus, elle ne rend pas forcément bien compte de la situation réelle et de leur niveau de résistance réelle. Et puis, il y avait un autre point, et j'ai oublié. J'ai oublié de le mettre et je l'ai oublié. Je m'étais dit qu'il fallait que je le dise. Bon, je vais enchaîner. Et ce qu'on a regardé également, c'est les corrélations entre les deux caractères. Parce que, admettons qu'on ait une héritabilité très forte, qu'on veuille se lancer dans la sélection génétique des chevaux pour la résistance au parasitisme. C'est important quand même de savoir si en sélectionnant pour la résistance à une espèce, typiquement les strongles, est-ce qu'on ne va pas entraîner des facteurs défavorisants par rapport à la résistance à Parascaris. Et ce qu'on observe en fait, c'est qu'on a une corrélation génétique nulle entre les deux espèces et avec une tendance négative. Donc ça, c'est pas génial, parce qu'une corrélation nulle, à la limite, peu importe, ça veut dire simplement que les deux caractères de résistance à Parascaris et au strong sont des caractères différents. La structure génétique n'est pas la même, ce qui fait qu'il faudra sélectionner les deux à la fois. Par contre, si c'est négatif, ça veut dire que si on sélectionne pour la résistance à l'une des deux espèces, à ce moment-là, on va sélectionner des animaux qui seront plus sensibles à l'autre espèce. Donc ça, c'est plus embêtant. Donc, la résistance à Parascaris est un caractère différent de la résistance au strong, et on a un potentiel antagonisme entre les deux, qui reste à confirmer, sachant la non-significativité des corrélations estimées. Donc ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que tout d'abord, on a un effet âge qui est très fort sur l'expression d'œufs,
Ça, c'était quand même relativement bien connu en termes d'épidémiologie. On n'a pas d'effet du sexe dans la réponse au strongle, c'est-à-dire pas de différence entre les mâles et les femelles en termes d'expression d'œufs à l'état adulte. Par contre, c'est un effet qui est relativement bien marqué pour l'expression d'œufs de Parascaris. Les héritabilités sont faibles et on a des corrélations génétiques nulles à défavorables entre les strongles et Parascaris. Donc ça, c'était pour la partie d'estimation de la variabilité génétique et du potentiel génétique des chevaux à se défendre face aux parasites. Ces valeurs-là, là c'est très important, elles sont spécifiques de la population dans laquelle on les a regardées. C'est-à-dire qu'on a des héritabilités faibles dans la population de pur sang arabe polonais de ce haras. On ne sait pas du tout ce que ça peut être dans d'autres populations. Ensuite, donc là c'est des résultats préliminaires. C'est vraiment juste d'essayer de voir si on n'est pas sur le début de quelque chose, et du coup d'essayer de voir, de qualifier la résistance de différents types ratios. Wow. Il vous reste plus beaucoup de temps. Enfin, le temps est passé, donc c'est vraiment très préliminaire. Alors très préliminaire, prédisposition raciale chez les petits ruminants. On a suivi 3 types ratios à Chambéret, des poneys, des anglo-arabes et des traits bretons, qui ont été vermifugés à l'amoxidectine de manière à mettre tout le monde à zéro en mars. Ensuite, on a fait une première coproscopie fin juin et une deuxième en août. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, a priori, les poneys et les traits s'en sortent mieux en début de saison de pâture, mais que tout le monde est à peu près pareil, donc fin août, début septembre. Voilà. C'est bon? C'est pas mal, hein? Et ce qu'il faut retenir, donc, c'est ce que je disais juste avant, l'approche génétique donc, dans la lutte contre les nématodes parasites, ça semble assez difficile à mettre en œuvre. Si, en tout cas, on se base sur les données qu'on a pu analyser dans le haras polonais, en pur sang arabe, avec des héritabilités faibles, des corrélations génétiques nulles à défavorables entre les strongles et Parascaris, et des premiers résultats de prédisposition raciale qui sont peu concluants, mais qui mériteraient d'être creusés un peu plus. Et du coup, on a une étude qui est en cours dans la population de trotteurs normands, de manière à essayer de quantifier la résistance génétique des trotteurs face aux parasites. Voilà. Donc, je voudrais remercier le haras Michalot pour avoir généré le fichier de données absolument énorme, le personnel de la station expérimentale de Chambéret pour avoir contribué à l'étude de prédisposition raciale, Andrés Legara et Ingrid David pour leur aide dans l'analyse des données. Merci beaucoup.